Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article de l'Express qui titre « La nébuleuse masculiniste ». Je vous lis cet article que vous trouverez aussi dans la description de cette vidéo. Célibataires involontaires, pères divorcés, hommes en quête de virilité, ils incarnent la manosphère. Célibat sans fin, perte de la garde d'un enfant, virilité remise en question, leurs mots ont tous la même cause, les femmes. Ces 30 dernières années, de nombreux groupes, associations, collectifs et communautés en ligne ont vu le jour afin de dénoncer les ravages causés par une supposée chute du patriarcat. Le monde serait bouleversé au profit des femmes, et donc aux dépens des mâles. Dans cette galaxie, celle-ci serait allée trop loin et aurait dépossédé les hommes de toutes leurs prérogatives, provoquant ainsi une crise de la masculinité. Analysé avec justesse par la philosophe Olivia Gazalet dans le mythe de la virilité. Problème, pour les adeptes les plus extrêmes de cette théorie, cela se traduit par de la misogynie tant dans les discours que dans les actes. Ce qui m'a marqué dans cet article, c'est le biais philosophique que fait le journaliste. Dans cet article, on met au même niveau des hommes désespérés qui réclament la garde de leur enfant, tellement désespérés qu'ils escaladent des grues pour crier leur désespoir, avec des groupes extrémistes du type incel qui sont en réalité des adolescents ou de jeunes adultes qui ont créé du ressenti parce qu'ils souffrent de leur misère sexuelle et pour traduire ce ressenti, ils vont commettre des actes criminels. Les incels sont des groupes d'hommes, ce sont des groupes de jeunes hommes et des groupes de tarés qui sont psychologiquement fragiles et qui pour traduire leur misère sexuelle ou le manque d'attention ou le fait qu'ils n'arrivent pas à rencontrer des femmes et assouvir leurs besoins, ils arrivent à décharger cette tension ou du moins pour décharger cette tension, le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est la violence. Notamment un jeune Canadien dont je tairai le nom et qui a roulé sur des innocents dans la rue. Et ce qui est choquant, c'est que ces journaux qui ont bien sûr une ligne éditoriale biaisée et qui font ça volontairement, nous mettent ça et nous servent ça sur un même plateau. Comment peut-on comparer l'homme divorcé désespéré avec l'incel qui est un déséquilibré psychologique qui va commettre des actes extrêmes. Ce sont deux personnes qui appartiennent à deux mondes différents qu'on ne peut pas mettre dans le même monde. On ne peut pas mettre l'homme divorcé et ruiné dans le même groupe qu'on va appeler nébuleuse masculiniste avec l'incel qui est un taré, pour le résumer, qui est tout simplement un taré qui n'a pas trouvé de solution. Et du coup, par ce biais philosophique qu'opère le journaliste, il permet d'écarter intégralement les vrais problèmes. Le vrai problème à l'origine, et qui est même la photo principale de cet article, qui est cet homme qui a escaladé une grue pour qu'on puisse enfin l'entendre, et ce n'est pas le seul, beaucoup d'hommes l'ont fait, c'est presque devenu une mode. On a des hommes qui ont affiché des banderoles en réclamant la garde de leur enfant qu'ils n'ont pas vu depuis 2 ans, et c'est un vrai problème, le taux de divorce qui explose, et le taux de divorce qui se passe très mal, qui n'est pas négligeable, est complètement passé sous silence parce que l'article passe très rapidement au discours sur les incels, les misogynes, et les hommes agressifs, et les hommes qui n'aiment pas les femmes, et les hommes qui ont un problème avec les féministes, etc. Et c'est pratiquement volontaire parce que dans la réalité, il se passe quoi? Il se passe qu'on est dans un système judiciaire féminisé et qu'on a aujourd'hui des dizaines de milliers d'hommes divorcés, ruinés par leur divorce, qui n'arrivent pas à avoir la garde de leur enfant parce qu'à 80% la garde est donnée à la mère, et ces hommes-là ne sont pas entendus. Lorsqu'un homme escalade une grue et crie son désespoir, il est moqué par les journalistes et il est comparé aux incels, où il est mis dans le même groupe d'une pseudo-nébuleuse masculiniste avec les incels. Si une femme avait escaladé une grue pour réclamer la garde de son enfant, je peux vous dire que là, on l'aurait eu dans tous les médias, ça aurait fait le tour du monde. Une mère désespérée réclame la garde de son enfant qu'un homme violent ou qu'un homme autoritaire aurait kidnappé. On aurait fait toute une histoire de cette chose-là. Or, lorsque c'est un homme, et je suis objectif en disant ça, et vous regarderez les différents articles que vous trouverez sur Internet, on va raconter rapidement l'histoire et on va passer.
Parce que les journaux sont détenus par les mêmes personnes qui ont bien sûr tout un intérêt au female empowerment, qui ont tout un intérêt au féminisme, parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce féminisme qui détraque les femmes et qui crée aujourd'hui des armées de femmes célibataires qui approchent le mur à vitesse grand V, femmes qui vont consommer, dont on aura besoin. Donc les journaux et les lignes éditoriales ont tout intérêt à éteindre ces mouvements qui ne sont même pas des mouvements. Il n'y a pas de fédérateur, il n'y a personne à la tête de tout ça. Ce mec qui a escaladé cette grue, il ne fait pas partie d'un groupe, il ne fait pas partie d'un collectif des escaladeurs de grue. Le mec, il a dû passer 2 ans ou 3 ans dans un système judiciaire qui l'a ruiné. Il a dû payer des dizaines de milliers d'euros d'avocats. Et pour en arriver à escalader une grue, il devait être au bout du bout, il ne savait plus quoi faire pour qu'on puisse enfin l'écouter, et il avait besoin de crier au monde qu'il voulait la garde de son enfant, qu'il voulait voir son enfant. C'est même pas la garde de son enfant. Il y a des images où on voit un homme afficher que son fils n'avait pas vu son père pendant 2 ans. Et je pense que quand tu affiches ça à tous les médias, c'est que tu n'as rien à cacher, c'est que tu as juste envie de dire clairement que tu n'as pas vu ton gamin depuis 2 ans et que tu as envie de le voir. Et on pourrait en parler des heures, mais la violence faite aux hommes par le système judiciaire est incroyable. On n'en parle pas beaucoup parce que lorsque tu es un homme, c'est mal vu de pleurer, c'est mal vu de pleurnicher. Tu ne dis pas ces choses-là en public, donc très peu d'hommes en parlent. Mais j'ai vu dans ma vie des hommes en instance de divorce et je peux vous dire que c'est pas simple. Pour moi, le divorce, c'est l'équivalent où ça peut être aussi violent qu'un cancer. Les gens ou les personnes qui ont vécu un vrai divorce bien sale qui vous met sur la paille, je peux vous dire que c'est extrêmement violent. Et j'avais eu un collègue que j'avais vu un matin s'effondrer en arrivant à l'agence. Il était en instance de divorce. Il n'arrivait pas à racheter les parts de sa maison qu'il avait achetée en commun avec sa femme. Sa femme qui ne voulait pas lui vendre les parts de cette maison parce qu'ils avaient acheté à une époque où le mètre carré dans leur région coûtait 5 000 euros. Et au moment du divorce, le mètre carré était passé à 9 000 euros. Et donc elle lui disait que je te vends mes parts si tu veux racheter la baraque, mais moi je te les vends au prix d'aujourd'hui. Et forcément, il n'avait pas les moyens pour le faire. C'était lui qui avait mis le plus gros apport. Il avait mis beaucoup plus d'argent qu'elle parce qu'il était aidé par ses parents. Donc il s'est senti un peu lésé. Et il s'est retrouvé forcément parce que, comme c'est toujours la mère qui reste avec les filles ou avec les enfants dans le domicile, il s'est retrouvé à payer le crédit qu'il avait sur sa baraque, à louer un autre appart parce que quand tu es en instance de divorce, il faut que tu trouves un endroit où vivre. Et il était pratiquement sur la paille et il avait développé de l'eczéma, il avait développé du stress, il dormait plus la nuit. Et un matin, il est arrivé à l'agence, il a ouvert la porte, je m'en rappellerai toujours de cette scène-là. Il y avait un canapé rouge dans l'entrée avec un tapis gris foncé. Il ouvre la porte, il nous regarde et il s'écroule. Ce jour-là, il était tombé par terre. Et des mecs comme ça, t'en as plein et je ne souhaite à personne de mettre les pieds dans le système judiciaire, je ne souhaite à personne de vivre le divorce parce que pour un homme, c'est extrêmement violent. Ça peut détruire tout ce que tu as bâti dans une vie. Ça peut détruire le peu d'immobilier que tu as acheté. Ça peut détruire les économies qui te restent, sans parler de la violence psychologique et émotionnelle. Et on passe tout ça sur silence, sachant que les divorces sont demandés par les femmes à 75%. 3 divorces sur 4, c'est demandé par les femmes. Donc elles sont à l'initiative du divorce. Ce ne sont pas les hommes qui sont à l'initiative du divorce. Ça, c'est un chiffre très important. Et donc la plupart des hommes en général ne veulent pas divorcer parce qu'ils connaissent cette violence. Et c'est un vrai sujet sérieux. Et voir l'Express mettre ce sujet-là, ce sujet de la misère masculine, ce sujet de la misère masculine au travers du divorce, au travers de la garde des enfants, mettre ça dans un article qu'on appelle la nébuleuse masculiniste, c'est tellement réducteur et tellement insultant pour tous ces hommes qui souffrent que c'est, de la part du journaliste, c'est presque non professionnel et complètement déplacé. Et ensuite, un peu plus bas, l'article nous parle des incels et ensuite il parle des masculinistes et il mélange à peu près tout. L'incel, je vais résumer parce que à chaque fois qu'on attaque la masculinité ou ces mouvements, ou du moins ces philosophies pour certaines, on va dire que pour moi c'est plus une philosophie qu'un mouvement. Il n'y a pas de marche dans la rue avec des banderoles façon féministe de femmes qui réclament des choses. Il n'y a pas l'équivalent chez les hommes. On ne sort pas dans la rue comme ça, on n'est pas fédéré en mouvement. Donc pour moi c'est plus un état d'esprit et une philosophie
qu'un mouvement. Et donc l'article va aussi, encore une fois, mettre les incels dans le même environnement ou sur le même niveau que des discours masculinistes sur le retour à la virilité. Ils vont mettre ça dans le même panier. Et souvent, ce qui est fait, c'est que pour éteindre ce discours, pour éviter qu'il ne prenne trop d'ampleur, pour éviter qu'on voit des hommes et des voix masculines s'élever, on va tout de suite les ramener aux incels. Et je le rappelle, les incels, ça n'a rien à voir ni avec les MGTOW, ni avec les pères divorcés, ni avec les hommes en souffrance d'une façon générale. L'incel, c'est un homme ou c'est un jeune homme qui est à la base psychologiquement fragile ou déréglé, qui vit la misère sexuelle très mal et subit la misère sexuelle, et comme il n'a personne avec qui parler, comme il est peut-être dans un environnement isolé, je ne sais pas quel est le mécanisme qui va conduire à la violence, il va se venger sur les filles et les garçons aussi, qu'il va juger responsables de sa misère. Et donc ils vont transformer leur misère sexuelle en ressenti, en haine contre les femmes et contre les hommes aussi, parce qu'il faut savoir qu'ils visent les deux. Pour eux, ce qui est responsable de leur misère sexuelle, c'est ce qu'ils appellent encore une fois les Chad et les Stacy. Les Chad, c'est les beaux gosses et les Stacy sont les belles gosses. Et l'incel va se faire une espèce d'image comme ça dans sa tête. Il va se dire, c'est à cause de ces gens-là que moi, je n'ai pas accès au sexe. Et ce qui est con, c'est que si ces hommes un peu fragiles rencontraient des mecs qui arrivent à les mettre sur le droit chemin, qui arrivent à leur expliquer comment ça marche, qui arrivent à leur expliquer pourquoi ils vivent cette misère sexuelle, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le facteur des grandes villes, ça arrive beaucoup au Canada, il faut le savoir. Les pick-up artistes ont commencé au Canada, les MGTOW ont commencé au Canada, et les incels aussi ont commencé au Canada. Il y a dans les grandes villes canadiennes un vrai problème de misère sexuelle. Pourquoi? Parce que le Canada est un pays extrêmement cher, ou du moins les grandes villes anglo-saxonnes canadiennes, Toronto, Vancouver, extrêmement communautaire. Il n'y a pas de mélange vraiment au Canada. Les Chinois vivent avec les Chinois, les Indiens avec les Indiens, les Blancs avec les Blancs, les WASP avec les WASP, et il n'y a pas vraiment de mélange. Donc si on ajoute à ce phénomène communautaire l'hypergamie, les loyers qui n'arrêtent pas d'augmenter, arriver à louer un truc à Toronto, ça devient n'importe quoi. C'est aussi cher, ou voire un peu plus cher que Londres par rapport aux revenus que les gens gagnent là-bas. Toronto est devenu une ville très chère. Et du coup, les femmes qui gagnent très bien leur vie ne s'intéressent qu'aux hommes qui gagnent encore mieux leur vie. C'est un peu le problème de l'hypergamie dans les villes chères, c'est que quand tu vis dans une ville où les femmes déjà font 50, 55, 60K, pour arriver à être un homme supérieur qui va les attirer, qui va les séduire, parce que le statut est important dans le processus de séduction, les femmes vont rarement s'intéresser à un mec qui est dans une ligue inférieure, il faut que tu sois le mec à 100 000, à 120 000, à 150 000. Donc le jeune incel qui n'a ni les moyens, ni le physique, ni la communauté pour rencontrer des femmes, le mec, il est complètement dépourvu. Et c'est pour ça que tu as ces phénomènes-là au Canada et aux États-Unis, et tu ne les as pas en Italie, tu ne les as pas en Espagne, tu ne les as pas en Europe d'une façon générale, tu les auras peut-être en Europe du Nord, mais c'est des phénomènes qui n'arrivent pas en Amérique du Sud, qui n'arrivent pas en Afrique, en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, tu as encore des femmes normales qui rencontrent des mecs normaux. C'est un peu moins vrai pour le Brésil, hein. Le Brésil est peut-être le pays le plus capitaliste de l'Amérique du Sud. Mais tous les autres pays, Pérou, Argentine, Mexique, Bolivie, tu rencontres encore des femmes qui fréquentent des hommes et la vie se passe très bien. Ce n'est pas encore des pays qui ont été complètement intoxiqués, corrompus par le féminisme, par l'argent. Ça va bien sûr arriver, ça va finir. On vit dans un monde global et ça va finir par arriver. Je prends souvent l'exemple de Cuba où les gens vivent dans une pauvreté extrême, mais ils arrivent encore à sortir, à danser le soir et la vie continue. Parce qu'ils ont vécu longtemps sous un régime communiste qui les a protégés de l'hypercapitalisation du tout. Et aujourd'hui, ce qu'on vit en Europe et en Amérique du Nord, c'est l'hypercapitalisation, même dans les rapports hommes-femmes. Et pourquoi on détruit les rapports hommes-femmes dans la vie réelle? C'est pour qu'on puisse
les transférer vers Internet. On n'a pas encore réussi à complètement les monétiser. Et le but du capital, c'est d'arriver à tout monétiser. Tu vois, faut que tu payes si tu veux parler à une femme. Donc, faut que tu ailles sur une application, faut que tu ailles sur un site de rencontre, faut que tu ailles dans un speed dating. On a détruit les rapports dans le monde réel. On empêche les hommes de parler aux femmes dans la rue parce que tu es le harceleur, l'agresseur. C'était encore possible il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça devient un peu compliqué, mais on empêche de faire ça. Pourquoi il y a une médiatisation de la drague de rue ou du harcèlement dans la rue? Parce qu'on veut justement que la drague de rue qui est gratuite, c'est un peu l'arme du pauvre, c'est le mec qui est rien ou qui n'a rien, qui arrive à parler à n'importe quelle femme. On va empêcher ce mec-là de le faire, et s'il veut le faire, faut qu'il paye. Et donc tout ça, cette hyper-capitalisation du tout, y compris des rapports hommes-femmes, eh bien ça donne des détraqués tels que les incels qui n'arrivent plus à baiser, qui n'ont plus de solution, qui créent du ressenti. Alors certains vont avoir l'intelligence ou de voyager ou de changer de pays ou d'être un peu plus intelligents pour avoir accès au sexe, et d'autres vont être complètement démunis et ils vont transformer leur ressenti en violence. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui me critiquent quand je parle de la prostitution, et je dis que la prostitution est une soupape et il faut que ça continue. C'est un truc qui existe depuis 6000 ans et ça continuera encore et il faut que ça continue. Pourquoi? Parce que si tu prends un mec comme l'incel, le mec hyper violent qui est prêt à passer à l'acte, tu lui montres un coin où il peut aller se vider les couilles, c'est la paix sur terre, mec. C'est la paix sur terre. Tu t'envoies toutes ces armées d'incel, là, je sais pas combien il y en a, 150, 200, tu les mets dans un avion pour Berlin, tu les envoies au Artemis Club, tu le laisses passer un week-end là-bas, il se vide les couilles jusqu'à ce qu'il ait plus rien à sortir, et le mec, il est détendu, il reprend son avion pour Toronto, et il est bien, quoi. Il se réconcilie avec les femmes. Et il y a même la Suisse, pays un peu plus en avance sur ces questions-là, qui a légalisé la prostitution pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, un handicapé en Suisse peut avoir légalement accès à une prostituée pour le soulager. D'ailleurs, on ne les appelle pas vraiment prostituées, c'est des travailleuses du sexe. Aujourd'hui, quand tu es handicapé, c'est peut-être un peu plus difficile ou quand tu es à mobilité réduite, c'est un peu plus difficile de sortir en boîte, c'est un peu plus difficile de fréquenter, c'est un peu plus difficile que la personne qui a toutes ses capacités motrices. Et donc, tu as un service où tu peux appeler des travailleuses du sexe pour te soulager. Et moi, je dis que c'est très bien. Pourquoi une personne à mobilité réduite n'aurait pas accès au sexe, n'aurait pas le droit de se soulager? Pourquoi faire vivre la misère sexuelle à un handicapé? Et dans ce cas-là, ce qu'on pourra appeler ce qu'on veut, de la prostitution ou des travailleuses du sexe, jouent leur rôle en soulageant ces gens-là. Et le rôle de la prostitution est très important et je reçois beaucoup d'avis négatifs, pas de tout le monde, mais de certains, en me disant l'observateur, t'es fou de promouvoir la prostitution, mais arrêtez de voir la vie par le trou de votre petite serrure, du petit monde dans lequel vous vivez. Essayez d'ouvrir un peu vos perspectives et de comprendre que le monde est un peu plus complexe et un truc comme la prostitution qui dure depuis 5000 ou 6000 ans dure depuis autant de temps parce que ça règle beaucoup de problèmes. Ça règle énormément de problèmes et ça a permis d'équilibrer beaucoup de sociétés. Et je pense que ça permettrait d'équilibrer aussi notre société. Et moi, si j'étais Justin Trudeau, j'ouvrirais des centaines de bordels au Canada ou des centaines de maisons closes au Canada parce que je peux te dire que les mecs là-bas, ils en ont besoin. T'as des mecs en souffrance qui n'arrivent plus à pécho et ces mecs-là, il faut les détendre parce que si tu les détends pas, ils vont construire du ressenti, ils vont construire de la haine et ils vont passer à l'acte. Et pourquoi en arriver là si tu peux les soulager avec une solution aussi simple? Et tu remarqueras aussi que les féministes s'opposent à la prostitution. On peut voir qu'en Suède, on a interdit la prostitution. Pourquoi? Pour une raison très simple. Ça fait quoi la prostitution? Ça baisse la valeur féminine d'une façon générale. Parce que l'homme qui a accès à la prostituée ne va pas se faire chier à faire la cour à une femme qui ne veut pas de lui pendant des semaines. Tu vois, si tu as besoin de te vider les couilles, tu fais appel à ton service et tu règles ta petite affaire. Or, c'est un problème pour les féministes parce que les féministes ne veulent pas que les hommes soient détendus, ne veulent pas qu'il y ait des hommes qui aient une activité sexuelle normale et qui assouvissent leurs besoins. Parce que pour la féministe, cette tension-là est nécessaire. Quand tu n'as pas accès aux prostituées, la valeur de la femme du quotidien augmente parce que c'est ton seul moyen d'avoir du sexe. Donc la valeur de la femme de tous les jours augmente.
Et ce que fait la prostitution mécaniquement, en rendant le sexe disponible, banal à tout le monde, c'est que elle permet de relativiser le sexe, hein, c'est plus un truc, c'est plus le Graal, c'est plus un truc comme ça devant lequel tous les hommes bavent, c'est un truc où tu es en train de travailler, t'as des moments où tu travailles beaucoup, on remarquera que beaucoup de politiciens, beaucoup d'hommes en responsabilité, beaucoup d'hommes qui travaillent beaucoup, ont souvent recours aux prostituées, parce que des fois tu es dans des phases de travail intense où t'as pas le temps de faire la cour, t'as pas le temps à perdre sur Tinder, t'as pas le temps à perdre sur les sites de rencontres en speed dating, à entendre des greluches te raconter des choses dont t'as absolument rien à foutre parce que t'as juste envie de les pécho au final. Mais t'es obligé d'écouter tout ça parce que pour y arriver, il faut forcément que t'écoutes. Et t'as des phases de vie où tu peux pas te permettre ça. Tu peux pas te permettre ça. Et donc la prostituée va répondre à ton besoin biologique et tu vas retourner à tes affaires. Et c'est pas un mode de vie, je recommande pas la prostitution pour toute une vie, mais tu as des moments de vie, ou des phases de vie où peut-être, ça te rendra service. Et moi je dis, si ça peut faire que certains hommes ne développent pas du ressenti vis-à-vis des femmes, que certains hommes ne développent pas de violence ou de haine à la façon des incels, eh bien, il faut s'en servir. Si c'est le passage obligé pour la paix sur Terre, eh bien, il faut s'en servir. Et c'est un petit message à Justin Trudeau, soulage un peu tes Canadiens, parce que là, ça va partir en couille, le Canada. Il faut vraiment que tu fasses un truc, là. Entre l'interdiction de la prostitution, les subventions aux féministes, à un moment, si tu as un pays où tu n'as plus d'hommes, je ne sais plus qui c'est qui va construire tes baraques. Le Canada, ça va finir par être un truc de gonzesses LGBT incel qui vont se foutre sur la gueule, tu vois. Et il faut mettre un peu de respiration dans tout ça. Et il faut écouter les hommes qui parlent dans ce pays-là, parce que c'est une bombe à retardement. Tout ça, c'est juste des signes, des précurseurs qui montrent que ça va pas. Quand tu as des jeunes hommes qui sont la force vitale d'un pays, qui génèrent autant de haine et autant de ressenti vis-à-vis des femmes parce qu'ils n'arrivent pas à coucher, il y a un truc qui ne va pas dans cette société-là. Et c'est un truc qu'il faut régler, parce que le but, c'est pas que hommes et femmes se détestent, le but, c'est que les hommes restent des hommes et les femmes restent des femmes, et qu'on arrive à vivre comme on a vécu pendant des centaines de milliers d'années, où ça n'a posé aucun problème, parce qu'on a trouvé un moyen de réguler tout ça. C'était pas parfait, je dis pas que c'était l'idéal. Je dis pas que le couple du 19e siècle était le couple idéal. Il y avait certainement des problèmes. Mais entre la société traditionnelle dans laquelle il y avait quelques problèmes mais qui arrivait quand même à fonctionner normalement, hein, des familles, un père, une mère, des enfants, une société, une tribu, une ville, tu vois, un truc qui fonctionne, qui a fonctionné pendant très longtemps. Et ce qu'on vit aujourd'hui de haine, de ressenti, de violence, et de rapports complètement détraqués à la relation, hein, des hommes et des femmes qui ne se parlent plus dans la vie, mais qui passent des heures sur Internet, moi je pense que le monde traditionnel avait quand même un certain niveau de sanité et de normalité par rapport à celui que l'on vit aujourd'hui. À méditer, voilà ce que je pense de cet article de l'Express que je vous encourage à lire. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.